Donc Pierre-François Garel nous a rejoint. Alors, donc son actualité, la sortie prochaine du livre audio Eldorado de Laurent Godet aux éditions Télém. Il y a également un spectacle de Christian Loupa, une adaptation de Perturbation de Thomas Bernard, qui sera joué en Suisse en septembre, en octobre, à la Colline à Paris. Très bien. Et vous avez aussi une tournée en novembre, de novembre à décembre. Non, c'était pour la même, d'accord, très bien. Et Phèdre de Racine, de mars à avril au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. En 2014, une grande actualité. Donc vous allez nous lire un extrait du Sermon sur la chute de Rome, qui a remporté le prix Goncourt 2012 de Jérôme Ferrari. Alors, nous vous écoutons. Comme témoignage des origines, comme témoignage de la fin, il y aurait donc cette photo prise pendant l'été 1918 que Marcel Antonetti s'est obstiné à regarder en vain toute sa vie pour y déchiffrer l'énigme de l'absence. On y voit ses 5 frères et sœurs posés avec sa mère. Autour d'eux, tout est d'un blanc laiteux, on ne distingue ni sol ni mur, ils semblent flotter comme des spectres dans la brume étrange qui va bientôt les engloutir et les effacer. Elle est assise en robe de deuil, immobile et sans âge, un foulard sombre sur la tête, les mains posées à plat sur les genoux, et elle fixe si intensément un point situé bien au-delà de l'objectif qu'on la dirait indifférente à tout ce qui l'entoure. Le photographe et ses instruments, la lumière de l'été et ses propres enfants, son fils, Jean-Baptiste, coiffé d'un béret à pompons qui se blottit craintivement contre elle, serré dans un costume marin trop étroit, ses 3 filles aînées alignées derrière elle, toutes raides et endimanchées, les bras figés le long du corps, et seule, au premier plan, la plus jeune, Jeanne-Marie, pieds nus et en haillons, qui dissimule son petit visage blême et boudeur derrière les longues mèches désordonnées de ses cheveux noirs. Et à chaque fois qu'il croise le regard de sa mère, Marcel a l'irrépressible certitude qui lui est destinée et qu'elle cherchait déjà jusque dans les limbes, les yeux du fils encore à naître et qu'elle ne connaît pas. Car sur cette photo prise pendant une journée caniculaire de l'été 1918, dans la cour de l'école où un photographe ambulant a tendu un drap blanc entre 2 tréteaux, Marcel contemple d'abord le spectacle de sa propre absence. Tous ceux qui vont bientôt l'entourer de leurs soins, peut-être de leur amour, sont là. Mais en vérité, aucun d'eux ne pense à lui et il ne manque à personne. Ils ont sorti les habits de fête, qu'ils ne mettent jamais, d'un placard truffé de naphtaline, et il leur a fallu consoler Jeanne-Marie, qui n'a que 4 ans et ne possède encore ni robe neuve ni chaussures, avant de monter tous ensemble vers l'école, sans doute heureux que quelque chose se passe enfin qui les arrache un instant à la monotonie et à la solitude de leurs années de guerre. La cour de l'école est pleine de monde. Toute la journée, dans la canicule de l'été 1918, le photographe a fait le portrait de femmes et d'enfants, d'infirmes, de vieillards et de prêtres, qui défilaient devant son objectif pour y chercher eux aussi un répit. Et la mère de Marcel et ses frères et sœurs ont patiemment attendu leur tour, en séchant de temps en temps les larmes de Jeanne-Marie qui avait honte de sa robe trouée et de ses pieds nus. Au moment de prendre la photo, elle a refusé de poser avec les autres et il a fallu tolérer qu'elle reste debout toute seule au premier rang, à l'abri de ses cheveux ébouriffés. Ils sont réunis et Marcel n'est pas là. Et pourtant, par le sortilège d'une incompréhensible symétrie, maintenant qu'il les a portés en terre l'un après l'autre, il n'existe plus que grâce à lui et à l'obstination de son regard fidèle. Lui auquel il ne pensait même pas en retenant leur respiration au moment où le photographe déclenchait l'obturateur de son appareil, lui qui est maintenant leur unique et fragile rempart contre le néant, et c'est pour cela qu'ils sortent encore cette photo du tiroir où il la conserve soigneusement, bien qu'il la déteste, comme il l'a au fond toujours détestée.
parce que s'ils négligent un jour de le faire, il ne restera plus rien d'eux. La photo redeviendra un agencement inerte de taches noires et grises, et Jeanne-Marie cessera pour toujours d'être une petite fille de 4 ans. Il les toise, parfois avec colère. Il a envie de leur reprocher leur manque de clairvoyance, leur ingratitude, leur indifférence. Mais il croise les yeux de sa mère et il s'imagine qu'elle le voit, jusque dans les limbes qui retiennent captifs les enfants à naître, et qu'elle l'attend, même si en vérité Marcel n'est pas et n'a jamais été celui qu'elle cherche désespérément du regard. Car elle cherche bien au-delà de l'objectif, celui qui devrait se tenir debout près d'elle, et dont l'absence est si aveuglante qu'on pourrait croire que cette photo n'a été prise pendant l'été 1918 que pour la rendre tangible et en conserver la trace. Le père de Marcel a été fait prisonnier dans les Ardennes au cours des premiers combats. Et il travaille depuis le début de la guerre dans une mine de sel en Basse-Silésie. Tous les 2 mois, il envoie une lettre qu'il fait écrire par l'un de ses camarades et que les enfants lisent avant de la traduire à voix haute à leur mère. Les lettres mettent tant de temps à leur parvenir qu'ils ont toujours peur d'entendre seulement les échos de la voix d'un mort porté par une écriture inconnue. Mais il n'est pas mort. Et il rentre au village en février 1919 afin que Marcel puisse voir le jour. Ses cils l'ont brûlé, les ongles de ses mains sont comme rongés par l'acide et l'on voit sur les lèvres craquelées les traces blanches de peau morte dont il ne pourra jamais se débarrasser. Il a sans doute regardé ses enfants sans les reconnaître, mais son épouse n'avait pas changé parce qu'elle n'avait jamais été jeune ni fraîche, et il l'a serrée contre lui, bien que Marcel n'ait jamais compris ce qui avait bien pu pousser l'un vers l'autre, leurs 2 corps desséchés et rompus. Ce ne pouvait être le désir, ni même un instinct animal. Peut-être était-ce seulement parce que Marcel avait besoin de leur étreinte pour quitter les limbes au fond desquelles il guettait depuis si longtemps, attendant de naître, et c'est pour répondre à son appel silencieux qu'ils ont rampé cette nuit-là, l'un sur l'autre, dans l'obscurité de leur chambre, sans faire de bruit pour ne pas alerter Jean-Baptiste et Jeanne-Marie qui faisaient semblant de dormir, allongés sur leur matelas dans un coin de la pièce, le cœur battant devant le mystère des craquements et des soupirs rauques qu'ils comprenaient sans pouvoir le nommer. Pris de vertige devant l'ampleur du mystère qui mêlait si près d'eux la violence à l'intimité, tandis que leurs parents s'épuisèrent rageusement à frotter leur corps l'un à l'autre, tordant et explorant la sécheresse de leur propre chair pour en ranimer les sources anciennes taries par la tristesse, le deuil et le sel. Épuisés, tout au fond de leur ventre, ce qu'il y resterait d'humeur et de glaire, ne serait-ce qu'une trace d'humidité, un peu du fluide qui sert de réceptacle à la vie, une seule goutte. Et ils ont fait tant d'efforts que cette goutte unique a fini par sourdre et se condenser en eux, rendant la vie possible, alors même qu'ils n'étaient plus qu'à peine vivants. Marcel a toujours imaginé, il a toujours craint de n'avoir pas été voulu, mais seulement imposé par une nécessité cosmique impénétrable qui lui aurait permis de croître dans le ventre sec et hostile de sa mère, tandis qu'un vent fétide se levait et portait depuis la mer et les plaines insalubres les miasmes d'une grippe mortelle, balayant les villages et jetant par dizaines dans les fosses creusées à la hâte ceux qui avaient survécu à la guerre sans que rien pût l'arrêter. Comme la mouche venimeuse des légendes anciennes, cette mouche née de la putréfaction d'un crâne maléfique et qui avait surgi un matin du néant de ses orbites vides pour exhaler son haleine empoisonnée et se nourrir de la vie des hommes jusqu'à devenir si monstrueusement grosse, son ombre plongeant dans la nuit des vallées entières, que seule la lance de l'archange put enfin la terrasser. L'archange avait depuis longtemps regagné son séjour céleste d'où il restait sourd aux prières et aux processions.
Il s'était détourné de ceux qui mouraient, à commencer par les plus faibles, les enfants, les vieillards, les femmes enceintes. Mais la mère de Marcel restait debout, inébranlable et triste, et le vent qui soufflait sans relâche autour d'elle épargnait son foyer. Il finit par tomber quelques semaines avant la naissance de Marcel. C'est dans la place au silence qui s'abattit sur les champs envahis de ronces et de mauvaises herbes, sur les murs de pierre effondrés, sur les bergeries désertes et les tombeaux. Quand on l'extirpa du ventre de sa mère, Marcel demeura immobile et silencieux pendant de longues secondes avant de pousser brièvement un faible cri. Et il fallait s'approcher de ses lèvres pour sentir la chaleur d'une respiration minuscule qui ne laissait sur les miroirs aucune trace de condensation. Ses parents le firent baptiser dans l'heure. Ils s'assirent près de son berceau en posant sur lui un regard plein de nostalgie, comme s'ils l'avaient déjà perdu. Et c'est ainsi qu'ils le regardèrent pendant toute son enfance. À chaque fièvre bénigne, à chaque nausée, à chaque quinte de toux, il le veillait comme un mourant, accueillant chaque guérison comme un miracle dont il ne fallait pas espérer qu'il se répète, car rien ne s'épuise plus vite que l'improbable miséricorde de Dieu. Mais Marcel ne cessait pas de guérir, et il vivait, d'autant plus opiniâtre qu'il était fragile, comme s'il avait appris dans l'obscurité sèche du ventre de sa mère à consacrer efficacement toutes ses faibles ressources à la tâche épuisante de survivre jusqu'à en devenir invulnérable. Un démon rôdait sans cesse autour de lui, dont ses parents redoutaient la victoire. Mais Marcel savait qu'il ne vaincrait pas. Il aurait beau le jeter sans force au fond de son lit, l'épuiser de migraines et de diarrhée, il ne vaincrait pas. Il pouvait même s'installer en lui pour y allumer les feux de l'ulcère et le faire cracher du sang avec une telle violence que Marcel dut manquer une année entière d'école, il ne vaincrait pas. Marcel finirait toujours par se relever, même s'il sentait toujours dans son estomac la présence d'une main à l'affût qui attendait d'en déchirer les parois délicates du bout de ses doigts tranchants, car telle devait être la vie qui lui avait été donnée, constamment menacée et constamment triomphante. Il ménageait ses forces, ses affections, ses émerveillements. Son cœur ne s'emballait pas quand Jeanne-Marie venait le chercher en criant « Marcel, viens vite, il y a un homme qui vole devant la fontaine !» Et ses yeux ne sciaient pas en regardant passer le premier cycliste qu'on n'eût jamais vu au village, qui dévalait la route à toute allure, les pans de sa veste flottant derrière lui comme des ailes d'échassier. Et il voyait, sans émotion, son père se lever à l'aube pour aller cultiver des terres qui ne lui appartenaient pas et s'occuper de bêtes qui n'étaient pas les siennes. Alors que s'élevaient de toutes parts les monuments aux morts sur lesquels des femmes de bronze qui ressemblaient à sa mère poussaient devant elle d'un geste auguste et décidé l'enfant qu'elle consentait à sacrifier à la patrie, aux côtés de soldats qui tombaient, la bouche ouverte, en brandissant des drapeaux, comme si après avoir payé le prix de la chair et du sang, il fallait maintenant offrir à un monde disparu le tribut de symboles qui réclamait pour s'effacer définitivement et laisser enfin sa place au monde nouveau. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez abordé donc l'enregistrement de ce livre ? J'essaye de ne pas aborder les enregistrements. D'accord. Comme lorsqu'un lecteur prend un livre et qu'il ne peut l'aborder a priori, puisqu'il ne le connaît pas. Et je fais en sorte de préparer les 2-3 premières pages en les signant, en mettant des annotations. Et le reste, je fais confiance à la lecture et au roman et au texte. Est-ce que vous lisez d'abord le livre une première fois, une deuxième fois et ensuite vous l'interprétez ou vous l'interprétez directement ? Non, je ne le prépare pas du tout. Très bien. J'essaye de rester dans la position de surprise dans laquelle on est en tant que lecteur
quitte à m'arrêter 15 fois sur une page parce que je bute sur un mot ou sur l'enchaînement d'une phrase. Mais je trouve ça plus intéressant d'être dans cette capacité à être surpris, et je pense que ça rend la lecture plus dynamique et plus mystérieuse. C'est que je n'essaye pas de dire à l'audio lecteur voyez comme j'ai compris le texte et comme je le fais bien résonner. Ça m'intéresse pas tellement. Très bien, donc vous êtes spontané en fait. Ben, j'essaye de l'être le plus possible. Est-ce que vous préparez, pour vous, le rôle en tant que comédien, vous le jouez vous le... Non, je travaille avec une maison d'édition qui sont les éditions Télém et qui ont pour démarche justement de ne pas trop interpréter les livres, de ne pas mettre d'habillage sonore, musical. Voilà, moi ça me convient parfaitement en fait, ce type de lecture. C'est de la lecture pure, avec ce qu'elle peut avoir de pénible parfois, de merveilleux, d'étonnant. Rappelez-moi votre question, je me suis... Non, voilà, c'est ça, oui. On essaie, d'être sur la simplicité de la lecture. D'accord, très bien. Vous avez enregistré d'autres livres, vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors, j'ai enregistré la semaine dernière mon 18e livre pour les éditions Télém, qui était Eldorado de Laurent Godet. Il y a eu Le Soleil d'Escorta juste avant, il y a eu Le Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari, donc Pour seul cortège de Laurent Godet. J'ai participé au coffret Les Misérables de Victor Hugo, Le bal du comte d'Orgel de Raymond Radiguet, mais aussi L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Voilà, il y en a tout un tas d'autres. Il y a John Irving, Dernière nuit à Twisted River. Bon, je ne vais pas citer les 18. Très bien, merci. Merci.